Nous allons donc continuer notre cours avec le 4e chapitre qui porte sur les formes bilinéaires symétriques et les formes sesquilinéaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chapitre le plus important de tous ces rappels que nous sommes en train de faire. Tout va reposer là-dessus. Donc, il est grand temps d'être extrêmement attentif parce que nous allons aller au-delà des mathématiques. C'est-à-dire, des mathématiques, nous allons voir la physique derrière. Vous voyez un peu. Pour que la physique que nous allons faire par la suite nous soit très aisée. Alors, je vais commencer bien sûr par les formes bilinéaires symétriques. Ok, avant de parler des formes bilinéaires symétriques, nous allons quand même revenir sur ce que nous avons dit préalablement. Nous avons vu les applications linéaires. Vous voyez un peu. On a vu les applications linéaires F, E, V, F. On a dit que c'est le genre d'application pour lesquelles F de x plus lambda y égale à F de x plus lambda F de y. Pour tout ici y dans E et pour tout lambda dans K. Puis ce sont des K espaces E et F sont étant des K espaces vectoriels. Alors, on peut ainsi définir des applications multilinéaires, des applications bilinéaires, trilinéaires et multilinéaires. Par exemple, je peux définir une application multilinéaire. Dans quel sens? Si c'était bilinéaire, ce sera F de E croix E, peut-être F, qui a x, y cette fois-ci, donc c'est fonction à deux variables. À x, y, on associe f x, y. Alors ce sera bilinéaire si c'est linéaire par rapport à ces deux composantes. Linéaire par rapport à la première composante, c'est-à-dire gf de lambda, on va écrire lambda x, lambda x, si vous voulez, x plus m, x1, ou x1, on va faire comme ça, x1 plus lambda x2 y égale à, je vais écrire la linéarité par rapport à la première composante, ça fait f de x1 y plus lambda f2 x2 y. Et la linéarité par rapport à la deuxième composante, donc f de x bêta si vous voulez, y1 plus y2. Voilà, je cherche à regarder la deuxième composante, mais ça fait naturellement. Non, je vais mettre bêta ici pour que ça respecte ce qu'on utilise depuis, pour ne pas trop se gêner. Ça fait f de x y1 plus bêta f de x y2. On dit alors que c'est bilinéaire. Vous voyez un peu. Alors, si c'est multilinéaire, par exemple, f e croix E, on peut supposer qu'on a n produit comme ça. Peut-être que, prenons un exemple, n fois donc, f qui a x1, x2, xn, on associe f de x1, xn. Donc, on associe f de x1 jusqu'à xn. Alors, la multilinéarité veut dire quoi? Ça veut dire ici, on va dire que c'est par rapport à chacune des composantes. Ça veut dire qu'on va prendre f de x1. Je me positionne la composante xi par exemple. Donc, j'ai xi plus lambda i. Mettons ça comme ça. Appelons le yi. Voilà. Et puis, xn égale à f de x1, xn, n'est-ce pas, plus lambda i, f de x1, xn. Attention, sauf ici, il faut faire attention, il faut qu'on ressorte ici pour montrer c'est qu'on a fait faire n'importe quoi. Parce que là, ce serait comme c'est 1 plus lambda i, ce qui n'est pas vrai. Donc, on doit ressortir bien cette différence. Donc, ça va faire f de x1, xi,
Ici plus 1 si vous voulez, plus lambda I, f de x1, à la place de x, c'est maintenant yi, xn. Voilà. Donc ça, on fait comme ça. On peut écrire ça pour tout i allant de 1 à n. Voilà, donc après on a lambda 1, quand lambda 1 est ici. Voilà, donc pour chacune des compenser la multilinéarité. Voilà, on veut construire une définition, hein. Vous voyez que c'est aisé. Vous voyez qu'à partir de l'application linéaire, je construis l'application multilinéaire. Alors maintenant, ce qu'on appelle une forme linéaire d'abord, une forme linéaire, c'est une application linéaire de E vers K, où K est le corps de base de E. Puisque E est un K espace vectoriel, lorsqu'on fait une application linéaire de E pour faire son corps de base, on dit que cette application linéaire n'est rien d'autre qu'une forme linéaire, on l'appelle une forme linéaire. Voilà. Et généralement, vous vous rappelez, ce qu'on appelle le dual de E, le type de l'étoile, c'est l'ensemble des formes linéaires sur E. C'est le dual de E. On peut aussi calculer le bidual, c'est-à-dire le dual du dual, E étoile, étoile sur E, ça c'est pas un problème. Donc voilà. Ok. Linéaire. Ok. Alors, ce qu'on va donc appeler forme multilinéaire, ce n'est rien d'autre qu'une application de E croix. Croix E peut être aussi n fois VK qui a x1, x2, xn. On associe f de x1, xn. Il faut remarquer que l'image les deux éléments de E croix est un scalaire. C'est un scalaire là-bas. Donc, comme c'est une forme linéaire, ça veut dire que multilinéaire, c'est la même chose que la forme linéaire, sauf que là sont les éléments de K. Donc, c'est la même définition que j'ai écrite ici en haut. À la différence que les images là ne sont pas les éléments de grand F, mais les éléments de grand K. C'est ça une forme multilinéaire. Alors, si elle est binaire si n égale à 2. Trilinéaire si n égale à 3. Et quand n égale à 1, on parle simplement de forme linéaire. Fort de ce que nous venons de dire, nous allons écrire ensemble et aisément la définition d'une forme bilinéaire. Alors, une forme bilinéaire, c'est donc toute application f de E, point E, vers K, qui a x, y, on associe f de x, y, vérifiant les propriétés de linéarité par rapport aux deux composantes, c'est-à-dire que vérifiant, c'est que j'écris, bon, ça s'appelle, j'ai déjà parlé là, hein? Vérifiant pour tout x, y, non pas pour tout x, y, je vais écrire quoi? Tac, 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 pour la linéarité, là, on va prendre qui? Bon, pour tout, on prend qui? Bon, d'accord, pour tout x1, x2, y1, y2 de E, et pour tout lambda de K, on a un f de x1, première composante, x2 plus, non pas x2, qu'est-ce que j'écris là? x1, y1, c'est ça, y1, pourquoi j'ai pris alors y1 plus lambda, y2, oui, égale à, ça c'est la linéarité par rapport à la deuxième composante. Il faut commencer par la première, hein, pour qu'on soit quand même logique, on commence à l'ordre passable, on ne commence pas, on ne commence jamais des derniers vers les premiers, hein. On honore toujours les premiers et on finit par les derniers. Donc f2, x1 plus lambda x2, y1, la linéarité par rapport à la composante, ce qu'on vient d'écrire, ça fait f de x1, y2, plus lambda f de x2, y2. Et la deuxième propriété, c'est la linéarité par rapport à la deuxième composante, c'est-à-dire f de x1, y1 plus lambda y2 est égal à f de x1, y1 plus lambda f de x1,
Y2. On dit alors que F est une forme bilinéaire. Alors, à quel moment est-ce qu'elle est symétrique? Elle est symétrique. Ça veut simplement dire que pour tout ici Y de E, F de ici Y est égal à F de Y2X. En ce moment, on dit que F est symétrique. Voilà. On a donc une forme bilinéaire symétrique. Lorsqu'en plus des deux propriétés-ci, on a cette troisième propriété qui est la propriété de symétrie. Donc ça c'est la symétrie. Voilà. Alors, on va poursuivre. On va essayer d'écrire la matrice sous une forme bilinéaire. Pour cela, on va supposer que E est un carré vectoriel dont la base c'est B égale à E1, En. Si c'est le cas, ça veut dire que pour tout ici Y de E, il existe alpha I dans I. Bon, bien sûr, c'est des scalaires, hein, ce sont les éléments de K. Il existe, bon, c'est unique, hein, bien sûr. Et il existe aussi une unique famille bêta I dans I. Le I, c'est déjà défini tout plus, on avait dit que I était égal à 1 N. On peut aussi écrire, c'est la classe de l'intervalle 1N dans N. Voilà, c'est-à-dire ces entiers, c'est une question de cet ensemble réel avec N. C'est exactement ça. Voilà, il existe ça, tel que X s'écrive somme de alpha I, I dans I, et Y va s'écrire somme de bêta I, I dans I. Je suis pas obligé d'écrire J, hein, de toute façon de diminuer. Alors, ainsi, F de ICY va s'écrire comment? F de ICY va s'écrire F de somme de alpha I, I dans I, somme de bêta. Regardez bien ici. Je ne veux plus écrire bêta I parce que si je le fais, je vais perdre les termes croisés. Puisque c'est un indice muet, dès que je sens qu'il peut avoir perdre les termes croisés, lorsque je sens que je répète un même indice, j'ai besoin de le changer pour que je puisse tenir compte de la différence des deux termes. Vous voyez un peu. Donc je vais prendre ici bêta J, EJ. Puisque j'ai bien dit que c'est un indice muet, je peux prendre ce que je veux. Si vous prenez K ici, ça change. Mais si vous prenez I, vous allez vous planter. Je veux expliquer ça tout de suite. Alors, compte tenu de la bilinéarité, on va doucement l'écrire une fois. On va aller doucement. La linéarité par rapport à la première composante de fait somme de I dans I, alpha I, F de EI, somme de bêta J, EJ, J dans I. La linéarité par rapport, ça fait maintenant I dans I, alpha I. Maintenant, la linéarité par rapport à la deuxième composante de fait aussi somme J dans I, bêta J qui va sortir, F de EI, EJ. Voilà. EI, EJ. Voilà. Ce qui est égal à quoi? Si on va effacer ça. Vous allez permettre que j'écrive du côté des titres. Hein. On n'a pas le tableau, on n'a pas l'espace. Donc, les obligations pédagogiques là, nous sommes obligés de les surseoir dans les conditions de confinement parce que ces conditions modifient aussi les aspects, ça modifie aussi les comportements. Donc, ce qui fait somme I dans I, J dans I, de alpha I, bêta J, F de EI, EJ. Vous voyez que si vous n'avez pas changé l'indice, vous aurez chaque fois F de EI, EI. Vous voyez un peu, donc on ne vous calculera que l'image de E1, E2, E2, sans toutefois tenir compte de E1, E2, E1, E3, E2, E4, ainsi de suite, terme croisé. Vous voyez un peu. Alors, de la même façon qu'on a défini les applications linéaires, pour l'instant, je suis à une forme bilinéaire. Je n'ai même pas utilisé la symétrie. De la même façon qu'on a défini les matrices des applications linéaires, on peut aussi définir la matrice d'une application bilinéaire. F comme M, sa matrice de F dans la base B sera donc aussi F
de EI, EJ. Puisqu'on voit bien qu'il suffit de connaître l'image de EI, EJ pour déterminer FE complètement. Vous voyez, puisque alpha I et bêta J sont connus, c'est les composantes de XE et Y2. Voilà, ceci étant, on peut faire un petit exemple. Hein. On peut faire, de toute façon, avant de faire l'exemple, puisque F est symétrique, si F est symétrique, on aura quoi? On aura F de EI, EJ égale à F de EJ, EI. Tout court. Et puisque c'est symétrique, F de XY va faire F de YX. Or, F de YX c'est quoi? F de YX c'est somme, alpha I, bêta J, EJ, EI. Vous voyez un peu. Puisque alpha I, BJ, puisque le corps étant commutatif, le corps de base K étant commutatif, ça, ce sont les éléments de K, j'ai déjà dit. C'est-à-dire K, N, si vous voulez, bon, je ne vais pas y revenir chaque fois. Voilà, donc on aura ceci. Ça veut dire que on peut transposer. Bon, alors doucement, ne soyons pas pressés. Bon, allons sur un exemple. Hein. Allons sur un exemple. Je crois qu'on peut aller sur un exemple. Je prends un exemple banal et simple. Alors, on va prendre l'exemple 4.1 qui est défini à la page 79. N'est-ce pas? Allons-y ensemble. Il n'est pas compliqué, 7%, est-ce que je vais terminer? Dans l'exemple 4.1 qui nous dit qu'on va prendre E égale à L carré, on va considérer la base canonique B égale à E1, E2, la base canonique, la base naturelle. Et puis, on va considérer alpha, bêta et gamma des réels et phi de R cube croix. R cube, c'est vrai, les exemples restent encore mathématiques, mais on va revenir à la physique très rapidement, vous allez comprendre la portée. Alors, donc voilà les éléments de E, donc on a ici, comme c'est R cube, croix R cube, c'est quoi ça? Il y a un problème, ça ne va pas être R cube, c'est une erreur de frappe, ça ne peut pas être R cube puisque E est égal à R carré. Donc c'est R carré, vous allez rectifier dans vos notes de cours, à la page 79, c'est R carré, croix R carré. Donc il y a X1, les éléments R carré sont des couples, croix, Y1, voilà des éléments de E. Qui a deux éléments de E, on peut faire ça, donc c'est comme ça, le couple de couple. On associe, alors phi est défini comme étant égal à alpha X1, Y1 plus bêta X1, Y2 plus X2, Y1 plus gamma X2, Y2. Dans cet exercice, l'objectif est de déterminer la matrice de phi. Déjà, on peut déjà vérifier que phi est une forme bilinéaire. On peut le vérifier, hein. On peut le vérifier, ce n'est pas compliqué, ça se voit. Ça se voit bien, c'est forme bilinéaire, donc vous pouvez calculer comme on a vu la définition. On peut le faire, mais je ne vais pas faire ça, c'est extrêmement élémentaire, à condition de vérifier que quoi? Il suffit de vérifier que phi de X1, X2, X1, X2 plus lambda, Y1, Y2 est égal à phi de X1, X2. Qu'est-ce que je fabrique là? Non. Attention. Ici, si vous ne comprenez pas la définition, il y a un problème. Puisque on a dit que quoi? Il faut vérifier que phi de. Puisque c'est phi de ces deux variables, phi de x, y. Voilà. Ça veut dire que par rapport à la première variable, il faut vérifier que phi de x1, x2. Voici la première variable, ne bouge pas. Deuxième variable maintenant, y1. On va écrire y1, y2 plus lambda, peut-être z1, z2, c'est la deuxième variable, ça, égale à phi de x1, x2, y1, y2,
plus lambda phi de x1, x2, voilà x1, x2, deuxième variable c'est z1, z2. Voilà par rapport à la première variable, on peut faire la même chose par rapport à la... Voici par rapport à la deuxième variable, on peut faire la même chose par rapport à la première variable. Ce qu'il faut vérifier pour montrer que c'est bilinéaire. Et pour montrer que c'est symétrique, il suffit de montrer que phi de x1, x2, y1, voici deux éléments. Les éléments sont les couples. Hein. Donc phi de ceci égale à phi de y1, y2, x1, x2. Voilà ce qu'il faut montrer. Ça, vous pouvez faire ça aisément. Ça m'intéresse pas beaucoup. Maintenant, pour la base, pour trouver la matrice de phi, ça va être phi de EI, EJ. Qu'est-ce que ça veut dire en autre terme? EI, EJ, peut-être je n'ai pas arrangé ça. En termes de matrice, ça doit pouvoir nous dire ici, comme c'est deux dedans, ça doit s'écrire phi de E1, E1, phi de E1, E2, phi de E2, E1, phi de E2, E2, puisque nous sommes en dimension 2. Voilà, donc c'est exactement ça. Voilà comment ça va s'écrire. Alors, on va calculer ça rapidement. Puisqu'on va s'en sortir, ça va aller vite ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas le lire dès qu'on voit la formule là comme ça? On peut aussi lire, hein? On n'est pas bête. On peut directement déduire la matrice, même sans faire des calculs. On peut voir que, on voit bien que phi de E1, parce que d'après la définition de phi, d'après ce qu'on a vu, nous avons vu que phi était égal à somme, phi de x, y, excusez-moi, phi de x, y, c'est-à-dire phi de x, y était égal à somme pi, j, alpha i, bêta j, phi de ei, ej. À partir de là, on peut comprendre directement que les phi là, puisqu'on peut voir les coefficients, on peut voir les coefficients, on peut voir, comment on va les voir? Est-ce qu'on peut voir ces coefficients? Bien sûr, quand on a écrit ça, c'était avec x qui était somme de alpha i, ei, et y, somme de bêta i, ei. Est-ce que de cette façon, on ne peut pas se retrouver? Si. On peut prendre, pour simplifier, on peut prendre, vous voyez que on peut prendre 0, 1, 1, 0, on peut faire comme ça. Est-ce que ça peut éclaircir les choses? Oui. Donc, on peut bien voir qu'on a alpha là, gamma, bêta. On peut établir ce que je trouve là, alpha, gamma, bêta. À partir de cette discussion, on peut en déduire. Mais avant d'en déduire ça, est-ce qu'on a besoin de trop compliquer? Oui, on peut dire quelque chose. Regardez. À partir de phi de x, y, on peut prendre puisque la base canonique, voilà. La base canonique ici, c'est EI. Bon, voici EI doit s'écrire normalement 0, 1, 0. Ça, c'est la ième position. La ième position. Oui. La ième position. Ça peut inspirer, non? Ça peut inspirer. X. Bon, je ne veux pas qu'on calcule tout. Je ne veux pas qu'on calcule tout pour trouver la matrice.
peut voir. Oui, parce que quand on écrit x1, x2, vous voyez que c'est les coordonnées de x dans la base qu'on met par la réalité. Parce que x est égal à x, x2, y est égal à y, y1, y2. Donc d'après ce développement-ci, vous comprenez que le alpha i là et bêta j là sont les coordonnées de x et y. Alors, d'après ce qu'on a vu, vous voyez bien que voici c'est alpha, bêta, bêta. Donc ce qui reste là, c'est tout simplement les images de 2 ij. Et là, vous voyez bien que c'est alpha 1, bêta 1. Ça veut dire que ça correspond ici à phi de E1, E1. Et là, c'est phi de E2, E2. C'est pour ça que j'ai mis gamma et gamma. Et ici, on a phi de E1, E2 et phi de E2, E1. Comme c'est symétrique, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est factorisé, ça fait bêta, bêta. Donc c'est fini. Voilà, c'était un exemple aussi simple que ça. On ne va pas perdre le temps sur des choses comme ça. Et avant de poursuivre, est-ce que c'est pas mieux de parler d'un produit scalaire, ce n'est pas tôt? Est-ce que ce n'est pas tôt si je parle de produit scalaire? C'était un peu tôt. Voilà. On va quand même introduire la notion de produit scalaire. Est-ce que je peux introduire la notion de produit scalaire là maintenant? Non. Je ne vais pas suivre exactement le cours, mais je vais introduire les formes. Non, on peut introduire le produit scalaire. Introduire le produit scalaire rapidement. On peut déjà le faire. Alors, maintenant, produit scalaire. Produit scalaire. Produit scalaire. Bon, ici, produit scalaire, on va faire produit scalaire sur, ce que je veux dire, sur produit scalaire, pas sûr, on va dire produit scalaire, entre parenthèses, ici, K égale R. Donc, produit scalaire pour le R sont vectoriels, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est plus bien sûr un R espace vectoriel. J'insiste bien sur R. Parce que c'est quand on pose la question de savoir c'est quoi un produit scalaire, beaucoup de personnes ne répondent pas, hein, ou bien beaucoup de personnes ratent. C'est une question que j'ai toujours posée à des physiciens. Beaucoup de physiciens, je ne sais pas si presque tous ne donnent même pas la même réponse. Et même vous-même en tant qu'étudiant, posez-vous la question, c'est quoi un produit scalaire? Est-ce que la réponse est facile? Pourtant, ça devrait l'être. Étant en licence, la réponse doit être facile. Quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi un produit scalaire, il vous dit que c'est une sorte d'opération, U scalaire V. Il dit que U peut être pour coordonner alpha 1, alpha n, et V a pour coordonner peut-être bêta 1, bêta n. Il vous dit que c'est U scalaire V égale alpha 1, bêta 1 plus alpha n, bêta n. Ça, c'est faux. Parce que ça, c'est un cas particulier. Ce n'est pas ça un produit scalaire. C'est un produit scalaire, mais ce n'est pas la définition générale du produit scalaire. Ça, c'est restrictif. Ça vous empêche de définir le produit scalaire si vous avez des fonctions, par exemple. Vous voyez, là, il y a problème. Si vous avez des fonctions continues, vous allez faire comment? Si vous n'avez pas des vecteurs avec des composantes comme ça, si vous êtes en dimension infinie, vous faites comment? Vous voyez un peu. Parce que le produit scalaire n'est pas seulement défini en dimension finie. Là, nous sommes en dimension finie, on peut définir. Et là même encore, ça c'est un produit scalaire euclidien. Vous voyez un peu. Parce que ici, on est dans l'espace de Euclide. Donc ça c'est très très important de comprendre profondément ce qu'on appelle produit scalaire. Il ne faut pas étudier sur la définition. Parce que c'est la définition, ne vous aidez pas. Parce que dès que vous sortez,